Somnifère, le podcast. La nuit était merveilleuse, une de ces nuits comme notre jeunesse seule en connut. Un firmament si étoilé, si calme, qu'en le regardant, on se demandait involontairement: peut-il vraiment exister des méchants sous un si beau ciel? Et cette pensée est encore une pensée de jeunesse, de la plus naïve jeunesse. Mais puissiez-vous avoir le cœur bien longtemps jeune. Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 23 septembre et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'un homme très seul, sans amis ni personne pour partager son quotidien dans cette grande mégalopole qu'est Saint-Pétersbourg. Alors qu'il traverse la ville pour rentrer chez lui en pleine nuit, il va faire une rencontre qui va bouleverser sa vie. C'est une nouvelle de Dostoïevski intitulée Nuit blanche. Et juste avant cela, une séance de relaxation pour finir la semaine en douceur. Un bonne nuit tout spécial ce soir à Irène de Caen, Elisabeth de Villefranche-sur-Saône, Alain de Paris, Camille de Lille et Valentine de Pontigny. Et merci d'avoir partagé Somnifère sur vos réseaux sociaux. Plus d'infos en description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Mettez-vous à l'aise, fermez les yeux et permettez-vous de déconnecter de votre journée. Prenez simplement quelques instants pour observer votre position sur le matelas, le rythme de votre respiration, sans rien attendre de particulier. Sentez votre poitrine se soulever à l'inspire et redescendre à l'expire. Portez votre attention sur votre visage et commencez par relâcher la mâchoire. Puis la langue, puis le nez et les joues, et vos paupières. L'espace entre vos deux sourcils qui se décrispe, et enfin votre front. Prenez un instant pour observer le reste de votre corps, et s'il reste quelques tensions ici et là, tâchez de les relâcher et de vous détendre complètement. Plus vous inspirez, plus vous vous sentez calme et paisible. Plus vous expirez, plus les tensions et les pensées parasites s'évanouissent. Imaginez à présent une plume qui a la capacité d'irradier la détente et la relaxation partout où elle passe. Elle peut être de la couleur que vous souhaitez, mais elle a la particularité d'être incroyablement douce, aussi douce que le cachemire. Elle se dépose au milieu de votre front, juste à la racine de vos cheveux, et commence à descendre tout doucement, tout en délicatesse. Jusqu'à votre nez,
puis au niveau de votre bouche, puis de votre menton. Avant d'arriver à votre cou, puis au niveau de la poitrine. Et de votre ventre, qui est envahi d'un sentiment de bien-être et de confort. Et enfin de votre région pelvienne. Avant de remonter lentement au niveau de votre bas dos et de votre colonne vertébrale. Vertèbre par vertèbre, avant d'arriver au niveau des trapèzes. Et de vos épaules qui s'abandonnent complètement sur le matelas. Avant de remonter le long de votre nuque, et de votre tête, désormais parfaitement relâchée. Jusqu'à venir se déposer à son point de départ, délicatement. Prenez un instant à présent pour ne rien faire d'autre que d'apprécier ce moment de tranquillité. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Fédor Dostoïevski, Les Nuits Blanches, première nuit. La nuit était merveilleuse. Une de ces nuits comme notre jeunesse seule en connut, cher lecteur. Un firmament si étoilé, si calme, qu'en le regardant, on se demandait involontairement: peut-il vraiment exister des méchants sous un si beau ciel? Et cette pensée est encore une pensée de jeunesse, cher lecteur, de la plus naïve jeunesse. Mais puissiez-vous avoir le cœur bien longtemps jeune? En pensant aux méchants, je songeais non sans plaisir à la façon dont j'avais employé la journée qui venait de finir. Dès le matin, j'avais été pris d'un étrange chagrin.
il me semblait que tout le monde me fuyait, m'abandonnait, qu'on me laissait seul. Certes, on serait en droit de me demander qui est-ce donc ce tout le monde ? Car depuis 8 ans que je vis à Pétersbourg, je n'ai pas réussi à me faire un seul ami. Mais qu'est-ce qu'un ami ? Mon ami, c'est Pétersbourg tout entier. Et s'il me semblait ce matin que tout le monde m'abandonnait, c'est que Pétersbourg tout entier s'en était allé à la campagne. Je m'effrayais à l'idée que j'allais être seul. Depuis déjà 3 jours, cette crainte germait en moi sans que je pusse me l'expliquer. Et depuis 3 jours, j'errais à travers la ville, profondément triste, sans rien comprendre à ce qui se passait en moi. À Nevski, au jardin, sur les quais, plus un seul visage de connaissance. Sans doute, pas un ne me connaît parmi ces visages de connaissance, mais moi je les connais tous, et très particulièrement. J'ai étudié ces physionomies, j'y sais lire leur joie et leur tristesse, et je les partage. Je me suis lié d'une étroite amitié, peu s'en faut du moins car nous ne nous sommes jamais parlé, avec un petit vieillard que je rencontrais presque tous les jours, à une certaine heure, sur la Fontanka. Un vénérable petit vieillard, toujours occupé à discuter avec lui-même, la main gauche toujours agitée, et dans la droite une longue canne à pommes d'or. Si quelque accident m'empêchait de me rendre à l'heure ordinaire à la Fontanka, j'avais des remords, je me disais. Mon petit vieillard a le spleen. Aussi étions-nous vivement tentés de nous saluer, surtout quand nous nous trouvions tous les deux dans de bonnes dispositions. Il n'y a pas longtemps, nous avions passé 2 jours entiers sans nous voir. Nous avons fait ensemble simultanément le même geste pour saisir nos chapeaux. Mais nous nous sommes rappelés à temps que nous ne nous connaissions pas, et nous avons échangé seulement un regard sympathique. Je suis très bien aussi avec les maisons. Quand je passe, chacune d'elles accourt à ma rencontre, me regarde de toutes ses fenêtres et me dit « Bonjour, comment vas-tu ? Moi, grâce à Dieu, je me porte bien. » Au mois de mai, on m'ajoutera un étage. Ou bien, comment va la santé ? Demain, on me répare. Ou bien, j'ai failli brûler, Dieu que j'ai eu peur, etc. D'ailleurs, je ne les aime pas toutes également. J'ai mes préférences. Parmi mes grandes amies, j'en sais une qui a l'intention de faire cet été une cure chez l'architecte. Je viendrai certainement tous les jours dans sa rue, exprès pour voir si on ne la soigne pas trop, car ces médecins-là, Dieu la garde. Mais je n'oublierai jamais mon aventure avec une très jolie maisonnette rose tendre, une toute petite maison en pierre qui me regardait avec tant d'affection et avait pour ses voisines mesquines et mal bâties tant d'évident mépris que j'en étais réjoui chaque fois que je passais auprès d'elle. Un certain jour, ma pauvre amie me dit avec une inexprimable tristesse « On me peint en jaune, les brigands, les barbares. Ils n'épargnent rien, ni les colonnes, ni les balustrades. » Et en effet, mon ami jaunit comme un citron. On eût dit que la bile se répandait dans son corps. Je n'eus plus le courage d'aller la voir, la pauvre jolie ainsi défigurée, ma pauvre amie peinte aux couleurs du céleste empire. Vous comprenez maintenant, lecteur, comment je connais tout Pétersbourg. Je vous ai déjà dit les 3 journées d'inquiétude que je passais à chercher les causes du singulier état d'esprit où je me trouvais.
Je ne me sentais bien nulle part, ni dans la rue, ni chez moi. Que me manque-t-il donc, pensai-je? Pourquoi suis-je si mal à l'aise? Et je m'étonnai de remarquer pour la première fois la laideur de mes murs enfumés et du plafond où Matrena cultivait des toiles d'araignée avec grand succès. J'examinai mon mobilier, meuble par meuble, me demandant devant chacun: n'est-ce pas là quel malheur? Car en temps normal, il suffisait qu'une chaise fût placée autrement que la veille pour que je fusse hors de moi. Puis je regardai par la fenêtre. Rien. Nulle nouvelle cause d'ennui. J'imaginais d'appeler Matrena et de lui faire des reproches paternels au sujet de sa saleté en général et des toiles d'araignée en particulier. Mais elle me regarda avec stupéfaction et c'est tout ce que j'obtins d'elle. Elle sortit de la chambre sans me répondre un seul mot. Et les toiles d'araignée ne disparaîtront jamais. C'est ce matin seulement que j'ai compris de quoi il s'agissait. Mais ils ont tous fichu le camp à la campagne. Oui, tout Pétersbourg est à la campagne. Et aussitôt chaque gentleman honorable, je veux dire d'extérieur comme il faut, qui passait en fiacre, se transformait à mes yeux en un estimable père de famille, qui après ses occupations ordinaires, s'en allait légèrement dans sa maison familiale à la campagne. Tous les passants depuis 3 jours avaient changé d'allure et tout en eux disait clairement: nous ne sommes ici qu'en passant, et dans 2 heures, nous serons partis. S'il s'ouvrait dans ma rue une fenêtre où d'abord avaient tambouriné de petits doigts blancs comme du sucre, puis d'où sortait une jolie tête de jeune fille qui appelait le marchand de fleurs, il ne me semblait pas du tout que la jeune fille prétendît se faire, avec ses fleurs, un printemps intime dans son appartement étouffant de Saint-Pétersbourg. Cela signifiait au contraire: ces fleurs, bientôt j'irai les reporter dans les champs. Plus encore, car j'ai fait des progrès dans ma nouvelle découverte, je sais déjà, rien qu'à l'aspect extérieur, discerner dans quelle villa telle personne demeure. Les habitants de Kameny, des îles Aptekarski ou de la route de Petergov se distinguent par des manières recherchées, d'élégants costumes d'été et de jolies voitures. Les habitants de Pargolovo et au-delà ont un caractère particulier de sagesse et de bonne tenue. Ceux des îles Krestovski ont une imperturbable gaieté. Rencontrai-je une procession de charretiers qui marchaient paresseusement, les guides dans leurs 2 mains auprès de leurs charrettes chargées de montagnes de meubles, tables, chaises, divans turcs et pas turcs, ustensiles de ménage, le tout terminé assez souvent par une cuisinière qui, assise au sommet du tas, couvait les biens de ses maîtres. Regardai-je glisser sur la Neva des bateaux eux aussi chargés de meubles, charrettes et bateaux se multipliaient à mes yeux. Il me semblait que toute la ville s'en allait, que tout déménageait par caravane, que la ville allait être déserte. J'en étais attristé, offensé. Car moi, je ne pouvais aller à la campagne. J'étais pourtant prêt à partir avec chaque charrette, avec chaque monsieur un peu cossu qui louait une voiture. Mais pas un seul ne m'invitait. On eût dit que tous m'oubliaient, comme si j'étais pour eux un étranger. Je marchais beaucoup, longtemps, de sorte que je finissais par ne plus savoir où j'étais, quand j'aperçus les fortifications.
Immédiatement, je me sentis joyeux. Je m'engageai à travers les champs et les prairies. Je n'éprouvai aucune fatigue. Il me semblait même qu'un lourd fardeau tombait de mon âme. Tous les gens en carrosse me regardaient avec tant de sympathie qu'un peu plus ils m'auraient salué. Tous étaient contents, je ne sais pourquoi. Tous fumaient de beaux cigares. Moi, j'étais heureux. Je me croyais tout à coup transporté en Italie, tant la nature m'étonnait, pauvre citadin à demi malade, à demi mort de l'atmosphère empoisonnée de la ville. Il y a quelque chose d'ineffablement touchant dans notre campagne pétersbourgeoise, quand au printemps, elle déploie soudain toute sa force, s'épanouit, se pare, sans guirlande de fleurs. Elle me fait songer à ces jeunes filles languissantes, anémiées, qui n'excitent que la pitié, parfois l'indifférence, et brusquement du jour au lendemain deviennent inexprimablement merveilleuses de beauté. Vous demeurez stupéfait devant elles, vous demandant quelle puissance a mis ce feu inattendu dans ses yeux tristes et pensifs, qui a coloré d'un sang rose ses joues pâles naguère, qui a répandu cette passion sur ces traits qui n'avaient pas d'expression. Pourquoi s'élèvent et s'abaissent si profondément ces jeunes seins? Mon Dieu, qui a pu donner à la pauvre fille cette force, cette soudaine plénitude de vie, cette beauté? Qui a jeté cet éclair dans ce sourire? Qui donc fait ainsi étinceler cette gaieté? Vous regardez autour de vous, vous cherchez quelqu'un, vous devinez. Mais que les heures passent, et peut-être demain retrouverez-vous le regard triste et pensif d'autrefois, le même visage pâle, les mêmes allures timides, effacées. C'est le sceau du chagrin, du repentir, c'est aussi le regret de l'épanouissement éphémère. Et vous déplorez que cette beauté se soit fanée si vite. Vous n'avez même pas eu le temps de l'aimer. Je ne rentrai dans la ville qu'assez tard, 10 heures sonnaient. La route longeait le canal, c'est un endroit désert à cette heure. Oui, je demeure dans la banlieue la plus reculée. Je marchais en chantant. Quand je suis heureux, je fredonne toujours. C'est, je crois, l'habitude des hommes qui, n'ayant ni amis ni camarades, ne savent avec qui partager un moment de joie. Mais ce soir-là me réservait une aventure. À l'écart, accoudée au parapet du canal, j'aperçus une femme. Elle semblait examiner attentivement l'eau trouble. Elle portait un charmant chapeau à fleurs jaunes et une coquette mantille noire. C'est une jeune fille, et sûrement une brune, pensai-je. Elle semblait ne pas entendre mes pas, et ne bougea point quand je passai auprès d'elle en retenant ma respiration et le cœur battant très fort. C'est étrange, pensai-je. Elle doit être très préoccupée. Et tout à coup je m'arrêtai, il me semblait avoir entendu des sanglots étouffés. Je ne me trompe pas, elle pleure. Un instant de silence, puis encore un sanglot. Mon Dieu, mon cœur se serra. Je suis d'ordinaire très timide avec les femmes, mais dans un pareil moment, je retournai sur mes pas, je m'approchai d'elle, et j'aurais certainement prononcé le mot « Madame » si je ne m'étais rappelé à temps que ce mot est utilisé au moins dans 1000 circonstances analogues par tous nos romanciers mondains. Ce n'est que cela qui m'arrêta, et je cherchai un mot plus rare quand la jeune fille m'aperçut, se redressa et glissa vivement devant moi en longeant le canal.
Je n'osais traverser la rue à mon tour. Mon cœur sautait dans ma poitrine comme un oiseau en cage. Heureusement, le hasard me vint en aide. Sur le trottoir où marchait l'inconnue et tout près d'elle, surgit un monsieur en frac, d'un âge sérieux. On eût pu dire par exemple que sa démarche aussi fut sérieuse. Il se dandinait en rasant prudemment les murs. La jeune fille filait droit comme une flèche, d'un pas à la fois précipité et peureux, comme font toutes les jeunes filles qui veulent éviter qu'on leur offre de les accompagner. Et certes, avec son allure mal assurée, le monsieur dont l'ombre se dandinait sur les murs n'eût pu la rejoindre s'il ne s'était brusquement mis à courir. Elle allait comme le vent, et je remerciai la destinée pour l'excellent bâton que je tenais dans ma main droite. En un instant, je fus de l'autre côté. Le monsieur prit en considération l'argument irréfutable que je lui proposais, se tut, recula et, seulement quand nous l'eûmes distancé, se mit à protester en termes assez énergiques. Mais ses paroles se perdirent dans l'air. « Prenez mon bras, dis-je à l'inconnue. Elle passa silencieusement sous mon bras, sa main tremblant encore de frayeur. Je jetai un rapide regard sur elle. Elle était brune comme je l'avais deviné, et fort jolie. Ses yeux étaient encore mouillés de larmes, mais ses lèvres souriaient. Elle me regarda furtivement, rougit un peu et baissa les yeux. Vous voyez, pourquoi m'aviez-vous repoussé? Si j'avais été là, rien ne serait arrivé. Mais je ne vous connaissais pas. Je croyais que vous aussi... Me connaissez-vous davantage maintenant? Un peu. Par exemple, vous tremblez, pensez-vous que je ne sache pas pourquoi? Vous avez deviné du premier coup, m'écriai-je, transporté de joie, que la jeune fille fût si intelligente, car l'intelligence et la beauté vont très bien ensemble. Oui, vous avez deviné à qui vous aviez affaire. C'est vrai, je suis timide avec les femmes. Je suis même plus ému maintenant que vous ne l'étiez, vous, quand ce monsieur vous a fait peur. C'est comme un rêve. Non, c'est plus qu'un rêve, car jamais, même en rêve, il ne m'arrive de parler à une femme. Que dites-vous? Vraiment? Oui. Si mon bras tremble, c'est que jamais encore une aussi jolie petite main ne s'y est appuyée. Je n'ai pas du tout l'habitude des femmes, j'ai toujours vécu seul. Aussi, je ne sais pas leur parler. Peut-être bien vous ai-je déjà dit quelques sottises. Parlez franchement, vous le pouvez, je ne suis pas susceptible. Vous n'avez pas dit de sottises, pas du tout, au contraire. Et puisque vous voulez que je vous parle franchement, je vous dirai qu'une telle timidité plaît aux femmes. Et si vous voulez tout savoir, je vous dirai encore qu'elle me plaît particulièrement. Aussi, je vous permets de m'accompagner jusqu'à ma porte. Mais, dis-je étouffant de joie, vous m'en direz tant que je cesserai d'être timide, et alors, adieu tous mes avantages. Des avantages? Quels avantages? Pourquoi faire? Voilà qui n'est pas bien. Pardon, mais comment voulez-vous que je ne désire pas plaire, n'est-ce pas? Eh bien oui, oui, soyez bonne au nom de Dieu. Écoutez, j'ai 26 ans et personne encore ne m'a aimé. Comment donc pourrais-je parler adroitement et à propos? Pourtant, il faut que je parle. J'ai envie de tout vous dire à vous. Mon cœur crie, je ne puis me taire. Mais le croiriez-vous, pas une seule femme, jamais.
et pas un ami. Et tous les jours, je rêve qu'enfin je vais rencontrer quelqu'un. Je rêve, et si vous saviez combien de fois j'ai été amoureux de cette façon. Mais comment? De qui? De personnes, idéalement. Ce sont des figures de femmes aperçues en rêve. Mes rêves sont des romans entiers. Mais vous ririez si je vous racontais que j'ai plusieurs fois fait le rêve que je parlais dans la rue à une dame du plus grand monde. Oui, dans la rue, tout simplement, la dame était seule et moi je lui parlais respectueusement, timidement, passionnément. Je lui disais que je me perds dans la solitude, qu'il ne faut pas me renvoyer, que nulle femme ne m'aime, qu'elle doit donc m'écouter, qu'elle peut rire de moi s'il lui plaît, mais qu'il faut qu'elle m'écoute, qu'il faut qu'elle me rende l'espérance que j'ai perdue. Mais vous riez. Du reste, ce que je dis est en effet très risible. Ne vous fâchez pas, ce qui me fait rire, c'est que vous êtes votre propre ennemi. Si vous essayiez, vous réussiriez peut-être, même si la scène se passait dans la rue. Plus c'est simple, plus c'est sûr. Pas une femme de cœur, pourvu qu'elle ne fût ni sotte, ni en ce moment même de mauvaise humeur, n'oserait vous refuser les 2 paroles que vous implorez. Pourtant, qui sait? Peut-être vous prendrait-on pour un fou. J'ai jugé d'après moi, car moi je sais bien comme vivent les gens sur la terre. Je vous remercie, m'écriai-je. Vous ne pouvez comprendre le bien que vous venez de me faire. Bon, mais dites-moi, à quoi avez-vous vu que je suis une femme avec laquelle, une femme digne d'attention et d'amitié? En un mot, pas pot-au-feu, comme vous dites. Pourquoi vous êtes-vous décidé à vous approcher de moi? Pourquoi? Mais vous étiez seul, ce monsieur trop entreprenant, il faisait nuit, convenez que c'était le devoir. Mais non, auparavant déjà, là, de l'autre côté, vous vouliez m'aborder. Là, de l'autre côté, mais vraiment, je ne sais comment vous répondre, je crains... Savez-vous, je me sentais aujourd'hui très heureux. La marche, les chansons que je me suis rappelées, la campagne, jamais je ne me suis senti si bien. Voyez, cela m'a semblé peut-être... Pardonnez-moi si je vous le rappelle, j'ai cru vous avoir entendu pleurer et moi, je n'ai pu supporter cela. Mon cœur s'est serré. Ah mon Dieu, étais-je coupable d'avoir pour vous une pitié fraternelle? Pouvais-je vous offenser en m'approchant de vous malgré moi? Taisez-vous, dit la jeune fille en baissant les yeux et en me serrant la main. J'ai eu tort de parler de cela, mais je suis contente de ne pas m'être trompée sur vous. Eh bien, me voici chez moi. Il faut traverser cette petite ruelle et il n'y a plus que 2 pas. Adieu. Merci. Alors, nous ne nous verrons plus jamais? C'est fini? Voyez-vous, dit en riant la jeune fille, vous ne vouliez d'abord que 2 mots, et maintenant, du reste, nous nous reverrons peut-être. Je viendrai ici demain. Pardon, je suis déjà exigeant. Oui, vous n'avez pas de patience. Vous ordonnez presque. Écoutez-moi, interrompis-je. Je ne puis pas ne pas venir ici demain. Je suis un rêveur. J'ai si peu de vie réelle,
j'ai si peu de moments comme celui-ci que je ne puis pas ne pas les revivre dans mes rêves. Je rêverai de vous toute la nuit, toute la semaine, toute l'année. Je viendrai ici demain, absolument, précisément ici demain à la même heure, et je serai heureux de m'y souvenir de la veille. Cette place m'est déjà chère. J'ai 2 ou 3 endroits pareils dans Pétersbourg. Dans l'un d'eux, j'ai pleuré d'un souvenir. Qui sait? Il y a 10 minutes, vous aussi, vous pleuriez peut-être pour quelques souvenirs. Peut-être, autrefois, avez-vous été très heureuse ici. Je viendrai peut-être aussi demain à 10 heures. Je vois que je ne peux plus vous le défendre. Mais il ne faut pas venir ici. Ne pensez pas que je vous fixe un rendez-vous. Je prévois seulement que j'aurai à venir ici pour mes affaires. Mais, eh bien franchement, je ne serais pas fâché que vous y veniez aussi. D'abord, je puis avoir encore des désagréments comme aujourd'hui. Mais laissons cela. En un mot, je voudrais tout simplement vous voir, pour vous dire 2 mots. N'allez pas me juger mal pour cela. Ne pensez pas que je donne si facilement des rendez-vous. Je ne vous aurais pas dit cela si... Mais que cela reste un secret, c'est la condition. Une convention. Dites tout de suite que c'est une convention. Je consens à tout, m'écriai-je transporté. À tout. Je réponds de moi, je serai obéissant, respectueux, vous me connaissez. C'est précisément parce que je vous connais que je vous invite demain. Mais vous, prenez garde à cette autre condition, tout à fait capitale. Je vais vous parler franchement. Ne devenez pas amoureux de moi. Cela ne se peut pas, je vous assure. Pour l'amitié, je veux bien, voici ma main. Mais l'amour, non, je vous en prie. Je vous jure, ne jurez pas. Vous êtes inflammable comme la poudre, ne m'en veuillez pas pour vous avoir dit cela, si vous saviez. Moi non plus, je n'ai personne au monde à qui faire une confidence, demander un conseil. Vous êtes une exception. Je vous connais comme si nous étions des amis de 20 ans. N'est-ce pas que vous ne me trahirez pas? Vous verrez, mais comment vivre encore tout ce grand jour? Dormez bien, bonne nuit, et rappelez-vous que j'ai déjà confiance en vous. Dites, on n'a pas à rendre compte de tous ces sentiments, même d'une sympathie fraternelle. C'est vous qui m'avez dit cela, et vous l'avez si bien dit que la pensée m'est venue aussitôt de me confier à vous et de vous dire... Quoi, mon Dieu, dire quoi? À demain. Que cela reste un secret jusqu'à demain. Ça vaudra mieux pour vous. Ça ressemblera mieux à un roman. Peut-être vous dirai-je demain tout. Et peut-être ne vous dirai-je rien. Je veux d'abord causer avec vous mieux connaître. Moi, déclarai-je avec décision, je vous raconterai demain toute mon histoire. Mais quoi donc? Quelque chose de merveilleux se passe en moi. Où suis-je donc, mon Dieu? Eh bien, n'êtes-vous pas contente maintenant de ne pas vous être fâchée tout à l'heure, de ne pas m'avoir repoussé dès le premier mot? En 2 minutes, vous m'avez rendu heureux pour toute la vie. Oui, heureux. Vous m'avez réconcilié avec moi-même. Vous avez peut-être éclairci tous mes doutes.
s'il me revient des instants semblables, eh bien, je vous dirai demain tout. Vous saurez tout. Alors, c'est vous qui commencerez. Entendu. Au revoir. Au revoir. Et nous nous séparâmes. J'errais toute la nuit. Je ne pouvais me décider à rentrer. À demain. Bonne nuit. Bonne nuit.